Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une notion absolument centrale pour le bac de français, l'amour courtois. On l'appelle aussi la fine amour. Mais attention, on oublie tout de suite l'image d'Épinal de la simple romance au château fort. Non, non. Ce qu'on va voir ensemble, c'est que c'est un idéal littéraire super complexe, bourré de contradictions et qui a vraiment, mais vraiment, façonné toute la littérature du Moyen-Âge et bien au-delà. Alors, la grande question qu'on va se poser tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Est-ce que cet amour est un idéal qui rend meilleur, qui élève le chevalier vers la noblesse, vers la vertu, ou est-ce que c'est au fond une passion complètement destructrice, une force qui pousse à la transgression et qui mène tout droit à la catastrophe? C'est vraiment ce paradoxe, cette tension permanente qu'on va décortiquer. Alors, première partie, l'amour courtois, idéal ou illusion. On va commencer par essayer de voir ce qui se cache derrière ce concept. C'est quoi au juste et est-ce que c'est aussi beau que ça en a l'air? Le point de départ, et c'est absolument essentiel à comprendre, c'est que la fine amour, ce n'est pas juste un sentiment, pas du tout. C'est un véritable code, un code de conduite à la fois social et littéraire, une sorte de manuel du parfait amant. C'est ça qui va dicter toutes les règles du jeu entre les chevaliers et les dames dans les cours du XIIe siècle. Et c'est bien sûr dans la poésie et les romans de l'époque que tout ça va s'exprimer de la manière la plus forte. Et qui dit code, dit règles, évidemment. Alors quelles sont-elles, ces fameuses règles de la fine amour? Déjà, le mot lui-même, fine amour, ça vient de l'occitan, la langue qu'on parlait dans le sud de la France, et ça veut dire amour pur ou amour parfait. Tout ce concept, il naît là, au XIIe siècle. Il est chanté, diffusé par les poètes qu'on appelle les troubadours, et il est soutenu par des femmes très puissantes, des mécènes comme la fameuse Aliénor d'Aquitaine. C'est vraiment le reflet d'un idéal de vie raffiné à la cour, ce qu'on appelle la courtoisie. Écoutez bien cette citation d'un grand troubadour, Bernard de Ventadour. « Noble dame, je ne vous demande rien, sinon que vous me preniez pour serviteur. » C'est incroyable, non? Tout est dit là-dedans. L'amant ne demande rien, il se met au service. Il est en totale soumission. C'est exactement la même relation que celle d'un vassal envers son seigneur. L'amour, ici, c'est un service, une forme de dévotion absolue. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas juste une idée en l'air. Ce code, il a été mis par écrit. Le meilleur exemple, c'est dans Le Roman de la Reuse. Le dieu Amou lui-même vient dicter ses commandements à l'amant. Et qu'est-ce qu'il lui dit? En gros, tu dois être courtois, sans orgueil, tu ne dois aimer qu'une seule personne, mettre tout ton cœur au même endroit, tu dois y penser tout le temps, et surtout, c'est le point clé, tu dois souffrir en silence. Les soupirs, les frissons, les tourments, tout ça, ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est la preuve ultime que ton amour est vrai, qu'il est sincère. Bon, ça c'est pour la théorie. Maintenant, comment ça se passe en pratique? Comment ces règles prennent-elles vie dans les grands personnages de la littérature? C'est là qu'on va voir que les choses se compliquent et que notre question de départ, idéal ou passion destructrice, devient vraiment pertinente. En fait, on peut distinguer deux grands modèles qui s'affrontent. D'un côté, l'amour-passion. L'exemple type, c'est Tristan et Isolde. Là, l'amour est une fatalité, quelque chose qui leur tombe dessus à cause d'un filtre. C'est une transgression totale qui les mène à la mort. Et de l'autre côté, on a l'amour-épreuve. L'exemple, c'est Lancelot. Pour lui, l'amour n'est pas subi, c'est une quête, un choix. Il accepte la souffrance pour prouver sa valeur et s'élever moralement. D'un côté, la fatalité qui détruit, de l'autre, la volonté qui accomplit. Si on regarde Tristan et Isolde de plus près, c'est vraiment l'histoire d'un amour subi. Le filtre d'amour, c'est la clé. Ils leur volent leur volonté, ils ne choisissent pas de s'aimer. Et cet amour les pousse à l'impensable. L'adultère, la trahison, ça bafoue toutes les lois de la société. Et même si leur passion est pure en soi, elle est incompatible avec le monde qui les entoure. Elle ne peut être que destructrice. L'issue est inévitable. C'est la tragédie, la mort. Avec Lancelot, c'est tout le contraire. Prenons la scène incroyable du pont de l'épée. Il doit traverser un pont qui est en fait le fil d'une lame, à main nue, pour sauver Guenièvre. Il choisit de souffrir. C'est un acte de volonté pure, ses blessures physiques, c'est la preuve de son amour infini. Et c'est ça qui est génial, cette souffrance est rédemptrice. Le texte nous dit même que l'amour le guérit. La douleur du corps devient une guérison pour l'âme. Mais attention, il ne faut surtout pas croire que cet idéal de l'amour courtois est resté figé pendant des siècles. Pas du tout. Il a beaucoup évolué, il a été repensé et il a même été attaqué de manière très virulente. C'est un point super important pour avoir une vision complète du sujet. Regardons un peu cette chronologie pour y voir plus clair. Au XIIe, on a l'idéal des troubadours, l'amour est souvent adultère. Puis, à la fin du siècle, arrive Chrétien de Troyes, qui essaie de faire un truc révolutionnaire, intégrer cet amour parfait dans le mariage.
Un siècle plus tard, au XIIIe, changement total d'ambiance, avec Jean de Meung qui s'en moque ouvertement. Et enfin, au XVe siècle, on a la critique féministe, avant l'heure, de Christine de Pisan. On voit bien que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors, parlons de ce fameux roman de la rose. Le premier auteur, Guillaume de Loris, commence avec une belle quête idéalisée. Et puis arrive Jean de Meung, qui continue le livre et le fait exploser. Il transforme complètement le projet. Fini l'idéal, on bascule dans une satire hyper violente, carrément misogyne, où les femmes sont décrites comme des créatures manipulatrices et le mariage comme un piège. C'est une démolition en règle de l'idéal courtois. Et face à cette attaque, quelqu'un va réagir. Et pas n'importe qui. Une femme, Christine de Pisan. Son intervention, c'est le début d'un grand débat intellectuel qu'on a appelé la querelle du roman de la rose. C'est un moment historique. Pour la toute première fois, une femme intellectuelle prend la parole publiquement, elle prend sa plume pour dénoncer la misogynie d'un best-seller de l'époque et pour défendre la dignité des femmes. C'est d'un courage intellectuel absolument incroyable pour son temps. Bon, tout ça, c'est passionnant. Mais maintenant, la question qui nous intéresse, comment on se sert de tout ça le jour du bac? Allez, on passe à la partie méthode, la plus concrète. Alors voilà, je vais vous donner une petite méthode en 3 temps. C'est simple, c'est efficace et ça va vous permettre d'analyser n'importe quel texte sur ce thème, que ce soit à l'écrit, pour le commentaire, ou à l'oral. Première étape, systématiquement, identifier l'idéal. Demandez-vous, de quel type d'amour parle-t-on ici? Amour-passion, amour-épreuve, c'est votre point de départ. Deuxième étape, le cœur de l'analyse, analyser les tensions. C'est là que tout se joue. Cherchez les conflits. L'amour s'oppose-t-il au devoir? Le désir personnel aux règles de la société? C'est là que se trouve la complexité du texte. Et enfin, troisième étape, repérer les procédés. Comment l'auteur exprime tout ça? Regardez le vocabulaire, les figures de style, les symboles. C'est la boîte à outils de l'écrivain. Voilà. Et pour finir, je voudrais juste laisser une question en suspens. Toute cette idée d'un amour total, d'un amour pour lequel il faut se battre, souffrir, se sacrifier, pensez-y. Est-ce que tout ça a vraiment disparu? Ou est-ce que ces thèmes, nés il y a presque 1000 ans, ne continuent pas d'une manière ou d'une autre à influencer notre vision de l'amour aujourd'hui, dans nos films, nos chansons, nos propres histoires? La réflexion est ouverte.